Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un décor qui n'est plus familier à la chaîne. Mais comme vous l'aurez peut-être vu, j'ai fait un live pour les 4000 abonnés, un live où on a fait une histoire de fans de comics où c'était moi l'invité de ma propre chaîne. Très bizarre. Mais c'était absolument génial et c'était Néo, le néophyte des comics, qui me posait les questions que je pose traditionnellement dans Histoire de fans de comics. Et donc pour cette soirée, j'avais fait comme quand Anto était venu à la maison, j'avais mis tout, ordinateur, lumière, tout mon merdier en fait au salon. Je privatise en quelque sorte la pièce principale de ma maison pour tourner des vidéos. Et étant donné que tout était encore en place et que j'avais cette vidéo Nightwing Infinite, le tome 2, qui était toute prête à être tournée, je me suis dit ça pouvait être quand même relativement sympa de se la faire ici, parce que le décor est quand même beaucoup plus cool, il faut bien le reconnaître, et puis ça m'évite de tout changer tout de suite. Et puis ça me faisait plaisir, tout simplement, j'en profite, les enfants sont en vacances chez papy et mamie, c'est le moment de se faire plaisir et de tourner une vidéo dans le salon. Ne vous y habituez pas, c'est pas prêt d'arriver de nouveau. Je vais vite rejoindre mon mini bureau, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir un mini bureau. Voilà, tu fermes la porte, hop, t'as ton petit local plein de calme et tout, c'est absolument génial. De quoi on va parler? Parce qu'on papote, on papote, mais on n'avance pas. Une vidéo qui sera longue, je pense. Je préfère être très honnête avec vous. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de Nightwing Infinite, le tome 1, par Tom Taylor et Bruno Redondo. Je vous avais crié mon amour pour cette série, pour ce point de départ absolument incroyable sur le personnage de Nightwing, et à quel point je trouvais que c'était extrêmement accueillant et extrêmement enthousiasmant pour un nouveau lecteur. Et aujourd'hui on va parler du tome 2, un tome 2 de Nightwing Infinite que j'attendais, que j'espérais, et que je ne redoutais absolument pas. J'étais vraiment extrêmement enthousiasmé à l'idée de pouvoir lire ce numéro. Et donc on va rentrer dans le détail vraiment de ces épisodes sans spoil. Il y aura juste à un moment donné un micro spoil, mais qui va me servir en fait à expliquer quelque chose en fait sur la construction de ces histoires. Et puis là je vais faire certainement un grand écart. Autant avec le tome 1, je vais vous expliquer à quel point il était intéressant de commencer les comics avec celui-là. Et avec cette vidéo, je vais vous expliquer aussi, pas que cela, mais aussi cela, à quel point c'est peut-être difficile pour un nouveau lecteur d'appréhender une série comme celle-là quand elle choisit d'emprunter les chemins que je vais vous expliquer maintenant. Mon Dieu que c'est cryptique tout ce que je dis. Nightwing Infinite, le tome 2, évidemment on retrouve Tom Taylor au scénario, mais pas que lui, mais pour différentes raisons, principalement Tom Taylor. Évidemment on retrouve le dessinateur principal de la série, Bruno Redondo, mais pas que. Ah, c'est là où ça pique un peu. On a également Geraldo Borges, je la refais. Geraldo Borges. Est-ce que mon accent espagnol est mieux que mon accent anglais? C'est pas sûr, mais en tout cas c'est une belle tentative. Et on va en reparler de Monsieur Borges. Et puis voilà, ça coûte 24 €. Il y a 248 pages. À l'intérieur, on peut trouver un tas de choses. Et on va tout détailler. On a les Nightwing, les épisodes 87 à 92. Jusqu'ici, tout va bien, puisqu'on est sur du Nightwing. On a un épisode de Superman Son of Kal-El, le numéro 9. Ouais, admettons, pourquoi pas. Un annual, Nightwing 2021, l'annual 1. Ouais, alors moi je ne suis pas forcément un grand fan des annuals, mais encore que, pourquoi pas. Et Batman Urban Legend, le numéro 10. Oh, ok, d'accord. Ça me fait un peu peur, vous voyez, quand on commence à avoir des épisodes qui viennent s'ajouter autour de ma série principale, ça me fait un tout petit peu peur. Donc on va rentrer dans le détail, et puis je vais vous expliquer ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Il y a des choses que j'ai adorées, et je savais que ces instants-là, j'allais les adorer. Et il y a des choses qui me gavent profondément, et qui, à mon sens, en disent long de temps en temps sur la manière dont l'industrie des comics fonctionne, et de quelle manière on produit des épisodes. On commence avec l'épisode Nightwing 87. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste une putain de tuerie cet épisode. Pour une simple et bonne raison, c'est une histoire de Nightwing en une planche. Une planche, la seule et même planche que tu déroules au fur et à mesure des pages. Dans la première vidéo, j'avais souhaité en fait souligner ce qu'on peut voir là, vous voyez, sur la couverture, la qualité de Bruno Redondo pour
pour mettre en mouvement son personnage, vraiment donner une impression de fluidité, d'action, quelque chose d'extrêmement immersif pour le lecteur. Et bien là, il faut croire que je ne suis pas le seul à avoir apprécié cela et qu'il a bien capté que c'était un gros point fort en fait de cette série et tout simplement du travail de Bruno Redondo. Et donc il a fait un épisode qui est une course-poursuite, grosso modo, au fil des pages. Et c'est absolument merveilleux. C'est comme si vous preniez une seule et même planche qui ferait 3 mètres de long et vous la faites défiler de cette manière-là. Et c'est tout simplement merveilleux. C'est prodigieux. Urban a eu l'excellente idée à la fin de cet épisode de mettre un petit flashcode avec un petit code d'accès. Et donc vous pouvez non pas le télécharger cet épisode, mais vous pouvez visionner cet épisode-là sur votre tablette, vaut mieux une tablette ou peut-être un écran de PC, vous pouvez sur votre smartphone, mais c'est trop petit à mon goût, et en fait, et ça vous permet en fait de la faire défiler de la manière dont Bruno Redondo il l'a créé, c'est-à-dire en un seul tenant, en un seul mouvement, et c'est prodigieux. Déjà l'histoire est cool de cet épisode, et en plus, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Enfin, là, tu peux t'arrêter sur chaque passage en fait de Nightwing et tu te rends compte en fait de la qualité de ses mouvements, de quelle manière en fait tout se suit d'une manière extrêmement instinctive. On a tous vu des comics où tu as des scènes de combat où des fois, case par case, c'est comme s'il te manquait une scène, c'est comme si le mouvement il se terminait d'une certaine manière dans la case A, et dans la case B, c'est comme si tu avais loupé une partie de la scène. Là, on est vraiment sur un niveau de dessin qui est absolument incroyable. Redondo traduit l'action d'une manière fantastique. Je n'ai jamais vu ça à ce niveau de qualité. C'est vraiment impressionnant et Urban a vraiment eu raison de rajouter ce petit flashcode qui permet de revoir cet épisode-là d'une manière vraiment très immersive. Vraiment, c'est absolument génial. Donc là, je veux dire, je commence mon tome 2 comme ça, moi j'étais aux anges. Ensuite, on a le Nightwing 88. Il y a un petit truc au niveau du scénario où je ne vais pas rentrer dans le détail parce que du coup ça spoilerait, où je trouve que ça va un petit peu trop vite, ça va un petit peu trop dans la facilité, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème, c'est très addictif et encore une fois j'ai passé un excellent numéro 88, un vrai plaisir de voir les titans qui viennent à un moment donné donner un coup de main à Nightwing. Je sais plus où exactement, mais je sais que juste ici j'ai les 4 tomes légendaires de Marv Wolfman, George Perez sur les Teen Titans. J'ai juste lu le premier tome. Il faut absolument, objectif 2023, il faut que je lise les 4 tomes. Peut-être pas relire le premier parce que c'était vraiment la merde. Il faut que je lise les 3 tomes qui restent plutôt, ce sera bien suffisant. Et que je vous en fasse une vidéo parce que j'adore George Perez et j'ai très très envie de découvrir les titans dans leur plus belle et grande heure de gloire. Enfin voilà, a priori on est vraiment sur des récits qui sont légendaires. Et donc voilà, le 88 c'est très très bien passé. Et c'est après où c'est un tout petit peu parti en couille. On a le Nightwing 89 et le Superman Son of Kal-El numéro 9 qui forment en fait un début de crossover entre les deux personnages, et vous avez un début en fait d'histoire entre Nightwing et entre John Kent, le nouveau Superman, le fils de Superman, qui à ce moment-là, son père est dans l'espace. Pour le savoir, il faut lire Superman Infinite, mais il n'est pas là, et donc c'est son fils qui endosse le rôle, la cape, le rôle de Superman. Il est le Superman de la Terre à ce moment-là, et donc on a ce début de crossover. Alors, qu'est-ce qui m'embête là-dedans ? Le ton, je vais pas vous mentir, le ton, je trouve que, à mon goût, encore une fois, vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir ma sensibilité, et tant mieux pour vous, mais je trouve que ces 2 épisodes dégoulinent un tout petit peu d'une sensiblerie qui m'agace un peu. Ça se fait beaucoup de câlins, ça se fait beaucoup de papouilles,
Et à un moment donné, c'est trop. C'est trop. John Kent, je le connais pas particulièrement. J'ai pu le voir dans ces épisodes-là et dans Dark Crisis. Et j'ai vraiment, vraiment aimé le retrouver dans Dark Crisis. On voit sa sensibilité, ses doutes dans le fait d'endosser la cape de Superman et ce rôle. À un moment donné, quand tu as la cape de Superman, nécessairement tous les regards se tournent vers toi. Et je trouve que dans Dark Crisis, dans le premier tome, c'est assez bien montré. Et j'ai vraiment une proximité avec ce personnage. Là, le doute, il va à mon sens un petit peu trop loin à mon goût, et il y a vraiment trop de sensiblerie. Ça se fait des câlins, ça s'offre des sucettes. Putain, c'est pas ouf, pas ouf. Et puis surtout, le gros problème, en fait, et ben pour le coup, c'est le choix d'Urban. C'est-à-dire que vous avez un début d'histoire avec ce crossover, très bien, vous n'avez pas la fin. Pas du tout. Si vous voulez découvrir la fin de cette histoire, la fin de ce crossover, vous devez aller vous procurer le tome 2 de Superman Son of Kal-El, disponible chez Urban Comics. Très bien, sauf que moi je lis pas cette série. Donc en fait c'est comme si je venais de lire 2 épisodes où on me sensibilise à des enjeux, il y a un ennemi, il se passe des trucs, on commence à le combattre, à avoir une idée de qui est l'ennemi, et j'aurai pas la fin, sauf si je vais acheter le tome 2 de Superman Son of Kal-El. Sauf que je me vois pas acheter le tome 2 sans le tome 1. Et là on n'est plus du tout sur le même investissement. Et j'ai pas envie de lire la série Son of Kal-El. J'en ai pas envie. Et donc à quoi ça sert de m'avoir donné ces 2 épisodes, de m'avoir teasé un début d'histoire, si j'ai pas la fin, et si pour lire la fin, je dois aller m'acheter un tome 2 qui va nécessairement m'obliger peut-être à lire le tome 1. C'est un choix que je comprends pas trop. En fait, je le comprends aussi, puisqu'on a un crossover et que l'idée c'est de faire un pont via la série Nightwing pour demander aux lecteurs, les inciter à aller acheter le tome 2 de Superman Son of Kal-El. Pourquoi pas? En ce qui me concerne, ça n'a pas fonctionné, je n'irai pas acheter le tome 2, je ne vais pas lire les Superman Son of Kal-El, et donc j'ai été frustré d'avoir lu 2 épisodes qui finalement ne me mèneront à rien. J'ai eu l'impression de perdre un petit peu mon temps. Ce qu'il faut reconnaître rétrospectivement, c'est que quand je relis le Nightwing 89, je pense qu'on aurait pu le laisser très facilement en fait dans ce comics tout seul. Ça permet en fait d'avoir une petite pastille sur la relation Nightwing-Superman, Nightwing-John Kent, qui est relativement qui est intéressante et qui pouvait se tenir toute seule, sans le Superman of Kal-El numéro 9. Mais du moment où tu me mets l'épisode numéro 9, en fait on entame vraiment ce crossover, et j'avais pas envie forcément d'aller sur ce voyage-là, surtout qu'il n'y avait pas la fin. Moi, si tu veux, je veux bien commencer des histoires, mais j'aime bien voir la fin. Là, je l'ai pas, et je suis resté sur ma fin. Donc déjà, là, ça a commencé un petit peu à m'embêter, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps avec ces 2 épisodes. Bref. Ensuite, on passe sur les Nightwing 90-91. Et là, on enchaîne un truc qui est normal dans l'industrie des comics, mais qui n'est pas toujours très bien géré, c'est que ton dessinateur principal, Bruno Redondo, des fois, il ne peut pas sortir tous les épisodes. Il lui faut un peu plus de temps pour pouvoir préparer en fait la suite, préparer d'autres épisodes, et donc pendant quelques temps, 1-2 épisodes, on va faire appel à un autre dessinateur. C'est toujours très complexe. C'est toujours très casse-gueule. Parce que nécessairement, surtout quand on a la qualité d'un Bruno Redondo, c'est pas forcément facile pour un autre dessinateur de passer derrière lui. Et généralement, on peut avoir la tentation, le scénariste peut avoir la tentation de mettre un petit frein en fait à son histoire pour réserver les moments très importants de son run à son dessinateur principal. Et on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que là, pendant 2 épisodes, on a un autre crossover avec Wally West, qui pareil, sur le papier peut être intéressant, mais je vais pas vous mentir, c'est géré très mal. C'est, à mon goût, très très mal géré. On revoit, c'est là où il y a 2 mini-spoils, on revoit KG Beast. KG Beast, sans trop spoiler, une rencontre Nightwing-KG Beast, j'en avais envie. Avec les lectures anciennes que j'ai pu avoir, j'avais hâte qu'ils se rencontrent les deux. Franchement, dégoûté parce que j'avais vraiment le sentiment que cette rencontre entre les deux pouvait donner une confrontation épique, vraiment vraiment hyper importante, et c'est désamorcé d'une manière simpliste, pas ridicule, très simple, et qui
qui moi, m'a laissé complètement sur ma faim. Et en même temps, c'est là où aussi on te tease qu'il y a là une tueuse absolument incroyable, une légende dans les tueurs à gages qui apparaît un groupe autour d'elle qui serait la Agente Funebre. T'as vu mon accent espagnol quand même, il est vraiment fort, si c'est bien de l'espagnol. Et donc, eh ben, voilà, on va aller combattre la Agente Funebre. Mon Dieu, mais qui est cette reine des tueuses à gages absolument incroyable? Et c'est un véritable pétard mouillé. Ça, vous voyez, c'est encore un truc où les scénaristes, il faudrait qu'ils perdent peut-être cette habitude. Mon cher Tom Taylor, et je m'adresse directement à toi, il ne suffit pas de me dire que la Agente Funebre est la plus incroyable des tueuses à gages pour que je tremble et que j'ai envie de découvrir cette histoire. Il faut me la raconter, il faut me la faire vivre. Et c'est pas en un épisode et demi que tu peux me dessiner la plus incroyable des méchantes de l'histoire. C'est impossible, je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est la méchante du mois. Ce qui ne me dérange pas à la limite, qu'il puisse y avoir la méchante du mois, mais ne me la dessine pas, ne me la présente pas comme si c'était la menace la plus incroyable de tous les temps. Ça l'est pas. Elle est nulle, elle est ridicule et elle est designée d'une manière naze, tout simplement. C'est une putain de tueuse à gages et elle a un costume, on dirait une sorcière avec une tête de bouc sur la tête. Arrêtez, putain, sans déconner quoi. Tu vois la plus grande tueuse à gages, toi, avec une tête de bouc sur la tête. Non, mais franchement, un crâne. Non, au secours, au secours. Borges qui fait ce qu'il peut, mais qui n'est pas mauvais en soi, mais dépasser derrière Redondo, mon pote, accroche-toi, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et sur des épisodes pas forcément fameux, et Borges, des visages, je trouve, extrêmement figés, voire même de temps en temps effrayants. C'est des regards, des expressions qui collent pas forcément avec ce que j'étais en train de lire. Des gueules tordues, des waouh, Borges, je suis pas fan du tout. Et donc là, j'en suis donc à la moitié de ma lecture et j'ai le sentiment d'avoir mangé 2 épisodes excellents et 4 épisodes qui m'ont blasé, quoi. Enfin voilà, un truc où j'ai pas eu la fin, avec un ton qui me convenait pas trop, 2 épisodes avec Wally qui pareil, où je trouve ça cucu, et puis Redondo est pas là. Je commence à désenchanter un tout petit peu. On arrive à l'épisode 92, et là, c'est pour ça que je vous dis que les moments importants, Taylor, il les réserve à son dessinateur principal, comme tout le monde, comme tout le monde. Il a raison, mais il faut savoir gérer les moments où ton dessinateur principal n'est pas là, et pas faire de la merde. Faut quand même que ça ait de la gueule quand il n'est pas là. Faut qu'on nous raconte quelque chose. Faut que ça ait de la consistance. Faut pas perdre les gens à ce moment-là. Bref. Redondo revient, épisode 92. Magnifique. Merveilleux. Un épisode absolument génial. On revient dans l'histoire sur ce qu'on avait un tout petit peu, ce qu'on avait complètement en fait planté dans le tome 1. On reprend cette trame-là, on revient dans les rues de Blüdhaven et c'est juste génial en fait. D'entrée de jeu, on a un hommage magnifique. Moi, je suis toujours sensible à ce genre de truc, surtout quand c'est bien fait. Un hommage à Perez, à Wolfman, où tu vois, Nightwing a été créé par Perez et Wolfman, où tu vois de mémoire Dick Grayson qui se tourne et qui dit bonjour à quelqu'un dans une espèce de petite boutique. Et en fait, tu te rends compte que la personne à qui il dit bonjour, c'est George Perez, et que juste à côté, voilà, c'est Marv Wolfman. Et putain, c'est beau quoi, c'est beau. Et c'est beau, mais c'est peut-être un petit peu trop appuyé. C'est pas nécessaire à mon goût de mettre sur la devanture de la boutique Perez, Wolfman. Fais-le un petit peu plus subtil. Que les gens qui connaissent cette période et qui connaissent un peu la gueule de ces personnes puissent soit récompensé, c'est peut-être un peu radin ce que je dis, mais que ça récompense vraiment le lecteur fidèle, l'ancien lecteur, et que ce soit quelque chose que peut-être des nouveaux lecteurs ne vont pas calculer, ne vont pas voir immédiatement, mais qui pourrait peut-être les surprendre dans une relecture dans 5-10 ans, après avoir acquis un petit peu plus d'expérience. Je suis jamais favorable à l'idée de tout prémâcher. Je pense qu'il faut acquérir de l'expérience, s'aguerrir, etc., pour profiter de ce genre de petits easter eggs. En tout cas, ça fait plaisir, j'ai trouvé ça génial. Et donc, l'épisode 92, magnifique, rien à dire.
Derrière, c'est fini. On va attendre le tome 3 pour la suite. Et on se quitte avec un annual, comme je le disais tout à l'heure, un annual sympathique, mais qui n'apporte rien du tout à l'histoire qui est en train de développer Tom Taylor. C'est juste une petite pastille supplémentaire. Et c'est pas que j'ai l'impression de perdre mon temps, mais je venais pas pour ça, pas dans un livre à 24 balles, en toute honnêteté. J'ai envie d'en avoir pour mon argent et de suivre l'histoire que j'ai vue dans le premier tome et qui m'a fait adhérer à cette série-là. C'est un annual avec toutes les qualités qu'il a, je viens pas pour ça. Et donc, je suis resté un petit peu sur ma faim, voilà, c'est sympatoche, mais c'est pas ce que j'ai envie de lire. J'ai pas payé pour ça, pas dans mon idée. Et alors le Urban Legend, Batman Urban Legend numéro 10, pareil, je m'en fous complètement, hein. Ça ne m'apporte rien, très honnêtement je l'ai lu d'un œil, hein, comme ça, tac 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 tac. Non, vraiment, c'est pas mon délire, et encore une fois c'est à côté de l'histoire principale de Tom Taylor, et je suis pas venu pour ça. Ça remplit le tome, très bien, mais je suis pas venu pour ça. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, imagine, alors en VF, le nouveau lecteur qui arrive avec le tome 1, on lui vend bien, machin et tout, il est content, il arrive sur le tome 2, il va falloir, peut-être que les trucs qui moi m'ont pas plu, ça va lui plaire, peut-être que ça va lui donner d'aller sur le Superman Son of Kal-El, tant mieux, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même mieux de rester sur la trame que tu es en train de construire, et que si tu veux faire des crossovers avec John Kent, avec Wally West, alors d'une part, il faudra peut-être pas les enchaîner de cette manière-là, un crossover, la réunion de deux personnages pour résoudre une affaire, combattre un vilain, ça doit être à mon sens rare, ça doit pas être tous les mois, et ça doit être un moment exceptionnel, pas du remplissage. Et avec Wally, on est vraiment sur du remplissage. Avec John Kent, un peu moins, ça raconte des choses, faut être très honnête. Mais là, avec Wally, pour moi, ça remplit plus que ça n'honore les personnages. C'est pas vraiment mon truc. Et je me mets à la place du lecteur en VO, qui se dit, bah tiens, je vais m'abonner à la série Nightwing, et puis bah, je vais enchaîner les épisodes. Il se lit les premiers 6 épisodes, je pense qu'il est conquis, en toute honnêteté. Et après, chose qu'on n'a pas eu dans ces 2 tomes-là, il doit se taper 3 épisodes de tie-in, donc il s'éloigne complètement en fait de ça. Il doit partir sur un crossover avec le Nightwing 89, une ébauche de crossover avec John Kent. Ensuite, c'est Borges qui prend le relais. Je pense qu'il est content de voir Redondo revenir, hein, c'est en toute honnêteté. Donc, je ne suis pas enthousiasmé sur ce tome 2. Là où je m'attendais de kiffer, c'est-à-dire l'association Taylor, Redondo, Nightwing, Blue Devon, j'ai kiffé. J'ai regardé un tout petit peu le tome 3, normalement, il n'y a pas de truc Nightwing Annual, Urban Legend, le prochain tome qui sort au mois de mars doit normalement vraiment se concentrer à Blue Devon, et on doit, je l'espère, avoir des réponses sur les énigmes qui ont été engagées dans les deux premiers tomes, surtout le premier tome, et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette ligne-là, la ligne Redondo-Taylor. Tous les à côté, je suis pas venu pour ça, ça m'a gavé, en toute honnêteté. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est pas mal. Je vais aller sur le tome 3, c'est sûr et certain, parce que j'ai envie de voir ce que ces 2 artistes sont capables de faire sur le personnage de Nightwing, vraiment. Mais je me mets à la place d'un nouveau lecteur, et c'est le genre de tome qui peut être facilement très casse-gueule, hein. Sincèrement, à 24 balles. Hein. C'est compliqué, hein. Je ne serais pas étonné qu'après un tome 2 comme ça, on en ait quelques-uns qui lâchent la série. Et j'aurais tendance, déjà ils font ce qu'ils veulent, on soit bien d'accord, j'aurais tendance à les comprendre d'une certaine manière, mais je les invite vraiment à aller sur la sortie du tome 3, peut-être attendre quelques reviews, quelques conseils autour de ce tome 3 pour vraiment savoir si ce tome 3 va vraiment transformer l'essai du premier tome et un peu du tome 2. Je suis très impatient de le lire. Je vous invite, je vais le mettre en description, c'est important, à aller voir la vidéo de House Comics qu'il a fait sur Nightwing Infinite tome 2. Je n'ai pas regardé sa vidéo, j'en ai discuté un tout petit peu avec lui, et je sais qu'il a adoré ce tome 2.
Je vais finir d'enregistrer cette vidéo, je vais pas enchaîner le montage tout de suite, je vais aller voir son avis, parce que j'ai envie de comprendre en fait ce qui l'a enthousiasmé dans ce tome 2. Je vous mets le lien en description et vraiment, je vous invite, alors évidemment, à suivre Os Comics, bien sûr, à vous abonner, tout ça, mais à aller voir cette vidéo, à regarder la mienne, à aller voir cette vidéo, et ça vous permet d'avoir deux créateurs de contenu qui ont deux avis différents, mais je pense pas qu'ils vont s'opposer en fait d'une manière stricto sensu, mais peut-être qu'ils vont se compléter, et ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair. Et peut-être même que sa vidéo, son avis, va nourrir mes propres réflexions et peut-être me faire changer d'avis autour de ce tome 2. Il faut toujours se laisser la possibilité de se laisser convaincre par un autre, de se laisser convaincre ou de se laisser tout simplement envisager la possibilité de changer de point de vue. Il ne faut surtout pas mettre d'ego là-dedans, c'est complètement ridicule. Et je trouve au contraire que c'est génial, c'est une preuve de maturité de savoir évoluer sur ses avis, sur des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? C'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'on a dit quand même pas mal de trucs. Hier, on a fait la vidéo avec Néo. On a été ensemble donc, du coup à Des Bulles et des Hommes. Librairie stéphanoise magnifique. C'est pas un placement de produit, je vous le dis tout de suite. Et il m'a conseillé, il m'a dit qu'il attendait beaucoup Not All Robots de Mark Russell, Mike Deodato Jr. Et je sais que SN Parod en a parlé aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans une vidéo consacrée à Mark Russell. Et donc du coup, je suis parti là-dessus, je sais même pas de quoi ça parle. J'en ai pas la moindre idée. C'est chez Delcourt. A priori, c'est génial. Je vais le lire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse en fait que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Nightwing Infinite tome 2. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. J'en parle jamais. Vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est certainement là où je suis le plus actif et où je m'amuse le plus avec les stories. Je fais de la merde. Ça me fait rire, mais voilà. Et n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut.